Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour la 3e saison de mon cours public consacré à une réflexion sur le système urbain mondialisé et le rôle de ce système dans le changement global. Alors, comme il s'agit de la 3e année, je pense qu'il est utile de faire un petit résumé des épisodes précédents, comme dans toute bonne série, pour vous remettre un peu dans le bain et pour me remettre aussi un tout petit peu dans le bain. La première année, nous avions réfléchi à partir de la question « Qu'est-ce que l'Anthropocène ?», à l'histoire du concept d'Anthropocène, à l'histoire de la science même qui a permis de comprendre peu à peu la Terre, la planète Terre, comme un système, en particulier ce que l'on appelle l'apparition de la science du système Terre, mais nous avions aussi essayé de comprendre comment la biologie avait petit à petit développé de nouvelles connaissances sur le vivant sur Terre, et là aussi sur le caractère systémique de l'organisation de ce vivant. Et puis nous avions aussi réfléchi à la façon dont les sciences sociales, l'anthropologie, la philosophie, la géographie, avaient peu à peu fait évoluer leur conception de la planète Terre. Et tout cela nous avait permis de comprendre que l'Anthropocène, c'était sans aucun doute un moment particulier, ce moment où l'on découvrait justement que cette planète, qui formait un système d'éléments interdépendants, était confrontée à un certain nombre d'impacts des activités humaines. Et nous avions, en cette première année, essayé de commencer de préciser ce qu'il en était de ces impacts et ce qu'il en était de ce que l'on appelle le forçage des systèmes biophysiques terrestres, ce forçage des systèmes biophysiques terrestres qui est à l'origine de ce que les spécialistes appellent le changement global, que nous avions caractérisé en 4 grandes dimensions: réchauffement climatique, crise de la biodiversité, épuisement des ressources et bouleversement des fonctionnements d'un certain nombre de systèmes biotiques et abiotiques comme les sols ou les océans. Ça, c'était la première année, une sorte d'échauffement pour pouvoir ensuite passer aux choses sérieuses. Il faut que moi je passe aux choses sérieuses et que je comprenne l'ordre de mon diaporama. Les choses sérieuses, c'était donc l'année dernière où nous nous sommes posé une question. L'Anthropocène serait-il un urbanocène ? C'est-à-dire que nous avons essayé de comprendre si l'on pouvait démontrer l'hypothèse suivante: ce que l'on appelle le changement global est en fait le résultat de l'urbanisation généralisée de la planète Terre. Donc c'est une hypothèse forte qui est encore débattue, mais qui me paraissait suffisamment importante pour y consacrer un cours, donc le cours de l'année dernière. Et nous avons essayé de réfléchir à cette hypothèse à partir de la caractérisation du système urbain mondialisé, une caractérisation que nous avons menée en 2 étapes, que je vais ici rappeler très rapidement. Nous avons d'abord essayé de comprendre en quoi le système urbain était tout à la fois infralocal, local, territorial et global. Pour le dire de façon plus rapide, nous avons essayé de montrer que l'urbanisation généralisée de la Terre était à prendre au sérieux dans la mesure où cette urbanisation concerne toutes les échelles d'espace, toutes les échelles de la société, et qu'en quelque sorte, la planète Terre est urbanisée du corps des individus qui sont rassemblés sur cette planète jusqu'à la globalité formée par la Terre elle-même. C'est donc ce que j'appelle dans mon langage le caractère hyperscalaire de l'urbanisation. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'elle concerne toutes les échelles, tous les ordres de grandeur en même temps. Et nous avons passé 2 ou 3 séances à essayer de caractériser cela. Puis nous avons également essayé de comprendre, et c'est cela peut être le plus important parce que ça va nous mener sur la voie de la thématique de cette année, nous avons essayé de comprendre en quoi ce système urbain était à la fois attractif, diffusif, émissif et extractif. Attractif parce qu'incontestablement, l'urbanisation constitue sur l'ensemble de la surface
du pôle, des amas urbains qui sont des attracteurs de la vie sociale, des attracteurs de la vie matérielle. Les grandes agglomérations urbaines sont ainsi pensables comme des attracteurs, il faut entendre ça presque au sens de la physique, ça attire les fonctionnements sociaux, économiques, politiques, ça attire les mobilités, et on ne peut évidemment pas comprendre le monde contemporain si l'on ne comprend pas l'importance du rôle d'attraction des espaces urbanisés. C'est quelque chose qui est évidemment bien à prendre en considération, et c'est notamment à travers cette question de l'attraction et de l'attractivité qu'on peut en particulier saisir que même les espaces considérés comme des espaces ruraux sont en fait des espaces intégrés dans le fonctionnement du système urbain, notamment via cette capacité d'attractivité du système urbain. Mais le système urbain, il est également diffusif, c'est-à-dire qu'il est caractérisé par quelque chose de tout à fait étonnant, qui est que l'urbanisation rassemble des populations dans des zones urbaines, mais l'urbanisation rassemble de manière un peu paradoxale, puisqu'elle rassemble en dispersant. Et par ce caractère de diffusion, nous avons l'an dernier essayé de caractériser en particulier la périurbanisation, la périphérisation de l'urbain, qui est une constante. Le monde s'urbanise, avais-je dit, mais en s'urbanisant, en réalité, il se périurbanise autant qu'il s'urbanise. Et c'est une réalité tout à fait essentielle parce que ça a d'énormes impacts sur le fonctionnement des systèmes biophysiques. Songeons tout simplement, par exemple, au fait que la périurbanisation est à l'origine de l'artificialisation de très nombreux sols, des sols qui étaient auparavant des sols en culture ou des sols occupés par des formations végétales, par des écosystèmes peu anthropisés. Et donc, ce caractère diffusif est tout à fait important. Et là aussi, ce caractère diffusif permet de comprendre que l'on peut être urbanisé sans habiter dans un espace qui est très fortement marqué géographiquement par l'urbanisation. Donc, pour le dire de façon un peu caricaturale, on peut être urbanisé même si on pense habiter à la campagne. Donc, c'est même une des caractéristiques les plus fréquentes de l'urbanisation mondiale. Nous avions enfin essayé de comprendre en quoi ce système urbain était émissif. Nous avions notamment étudié l'émission de gaz à effet de serre du système urbain mondial, et nous avions également essayé de comprendre en quoi et comment les systèmes urbains émettaient de grandes quantités de polluants. Donc ce caractère émissif, il est évidemment très important, puisqu'on sait aujourd'hui qu'en matière d'émissions de gaz à effet de serre, la responsabilité, entre guillemets, des organisations urbaines est très, très importante, puisque les villes, pour le dire vite, sont des espaces d'émissions très importants, et une bonne partie du gaz carbonique, du CO2 relâché dans l'atmosphère est issue des fonctionnements des organisations urbaines. Ce n'est pas tout à fait vrai du méthane, c'est une autre problématique qui est plutôt liée là au développement de l'agriculture, en particulier de l'agriculture intensive et en particulier de l'élevage, mais on peut par ailleurs montrer que l'organisation de l'élevage industriel et intensif dans des espaces qui ne sont à proprement pas parler des espaces urbains est directement liée à la nécessité de satisfaire les besoins des marchés urbains, et donc que dans une certaine mesure, les espaces urbains sont directement émissifs et indirectement émissifs via l'organisation, par exemple, de la production agricole dans des espaces lointains pour les besoins de satisfaire des marchés urbains qui sont très demandeurs, par exemple, en matière de produits carnés pour satisfaire les attentes des consommateurs, puisqu'on sait que dès que les populations s'urbanisent, leur régime alimentaire change et souvent leur régime alimentaire devient beaucoup plus riche en produits carnés. Enfin, nous avions essayé de caractériser le système urbain contemporain par son caractère extractif, c'est-à-dire nous avions travaillé dans la dernière séance du cours de l'année dernière sur l'extractivisme urbain, et je voulais évidemment arriver à cela puisque c'est directement à partir de cette réflexion sur l'extractivisme que nous avions menée un peu en cavalcadant l'année dernière lors de la dernière séance que j'ai décidé de consacrer le cours de cette année à une réflexion sur
le métabolisme urbain, et je vais essayer aujourd'hui d'expliquer en fait comment nous allons pouvoir passer de la problématique de l'extractivisme à la réflexion sur l'extractivisme et le métabolisme. Donc je peux dire que le cours de cette année est en lien direct avec la réflexion sur l'extractivisme que nous avons menée dans le cours de l'année dernière. À la fin de ce cours de l'an dernier, j'aurais pu, si j'avais eu le temps, être en mesure de vous proposer la différenciation suivante entre deux mots apparemment proches, le mot anthropogène et le mot anthropocène, pour justifier peut-être que nous continuons d'utiliser le mot anthropocène pour caractériser ce dont nous parlons. Vous le savez, il y a une critique très importante faite au mot anthropocène. Je l'avais d'ailleurs évoqué lors de mon premier cours. J'avais commencé le premier cours de la première année en faisant une liste d'une 50aine de mots qui avaient été créés pour critiquer le mot anthropocène et pour proposer des mots de substitution, notamment capitanocène, plantationocène, dont nous avons abondamment parlé cette semaine. Mais je voudrais essayer de montrer pourquoi, de mon point de vue, il reste important d'utiliser ce mot anthropocène. Et je vous proposerai donc bien de séparer, de différencier, si vous le voulez bien, l'anthropogène et l'anthropocène selon finalement une différenciation qui est assez facile à comprendre. Anthropogène, c'est un concept qui est assez ancien, qui date du début du XXe siècle, qui a été utilisé dans de très nombreuses disciplines, de l'anthropologie aux disciplines qui étudiaient dès le début du XXe siècle les relations des êtres humains à leur environnement entre guillemets naturel. On en parle également en géologie, on en parle en paléoclimatologie, on en parle en géographie physique très tôt dans l'histoire de la géographie physique. Et la définition d'anthropogène est assez simple. C'est un mot qui renvoie à ce qui est relatif aux effets des activités humaines. Alors j'ai mis humaines et urbaines, puisque pour moi, beaucoup des activités humaines du monde contemporain sont des activités urbaines, ce qui renvoie aux effets des activités humaines sur le système biophysique planétaire. Donc, lorsque nous étudions l'impact des activités humaines sur les systèmes biophysiques planétaires, eh bien, finalement, nous faisons des études anthropogènes. Le changement climatique, il est anthropogénique. L'épuisement de la biodiversité, elle est anthropogénique. Elle est générée par l'activité humaine. Et évidemment, les effets anthropogènes sont des effets qui sont à analyser en fonction des différences de position et de capacité à agir des sociétés mondiales, et ces différences sont énormes. Pour le dire autrement, l'impact anthropogénique de l'activité des habitants rassemblés dans une société capitaliste, thermo-industrielle, développée comme celle des États-Unis, n'est absolument pas le même que l'impact anthropogénique des habitants d'Asie du Sud, des habitants d'Afrique ou d'une partie des habitants d'Europe. Étudier le caractère anthropogénique de ces impacts, c'est évidemment, dès le départ, essayer de comprendre les différences qui existent dans cette puissance et dans cette capacité d'impact entre les différents acteurs, les différentes sociétés, et à travers de la réflexion sur l'anthropogénisation, en quelque sorte, de la planète, eh bien, on peut véritablement mettre en avant ce qui paraît clair pour tout le monde, c'est qu'il y a eu dans ces 60 dernières années une accentuation des effets anthropogéniques, qui est aujourd'hui une accentuation reconnue par tous les analystes. C'était même à l'origine de la fameuse thèse de la grande accélération développée il y a maintenant une petite dizaine d'années par l'équipe de chercheurs rassemblés autour de Will Stephen, un élève de Paul Crutzen, l'inventeur du mot anthropocène, qui est décédé d'ailleurs le 28 janvier dernier, auquel nous pouvons donc rendre en passant un hommage mérité, puisque ce mot anthropocène a été un mot qui, depuis 20 ans, ne cesse d'animer la scène scientifique et d'ailleurs de plus en plus d'animer le débat politique et le débat culturel. Donc il y a incontestablement une accélération des effets anthropogéniques des activités humaines depuis 60-70 ans. Et ce que nous avons montré l'an dernier, c'est que cette accélération est justement due à l'urbanisation généralisée de la Terre. Mais lorsqu'on parle d'urbanisation généralisée de la Terre et d'effets anthropogéniques, il ne viendrait à l'idée de personne de considérer que tout individu de la Terre
porte exactement la même part de responsabilité dans cette action anthropogénique. Je n'ai jamais entendu un géographe ou un spécialiste de l'Anthropocène estimer qu'un habitant des suburbs du sud des États-Unis ait la même part de responsabilité qu'un habitant d'une banlieue de Kenya, de Nairobi ou d'une banlieue africaine. Personne n'a jamais analyser l'Anthropocène en faisant abstraction des inégalités de position sociale et des inégalités liées à la place des individus dans les systèmes de production et dans l'organisation de la vie mondiale. Je veux là réfuter des analyses qui me paraissent parfois un peu déloyales de ceux qui critiquent l'Anthropocène au motif que les tenants du mot Anthropocène mettraient tous les êtres humains sur un même plan d'égalité et de responsabilité en matière de forçage des systèmes biophysiques. Mais ceux qui prétendent ça ne lisent tout simplement pas les travaux qui sont faits sur les impacts des activités humaines sur la planète Terre et sur l'Anthropocène. C'est à l'esprit de tout le monde. Je vous le rassure, je vous rassure, si jamais vous étiez inquiet. Donc, l'analyse des effets anthropogéniques, elle est très importante et elle doit se continuer. Elle doit se maintenir parce que nous avons encore à comprendre comment les activités humaines urbaines forcent les systèmes biophysiques. On comprend cela dans les grandes lignes, mais il y a encore beaucoup de travaux à faire pour essayer de saisir un certain nombre d'aspects, en particulier d'aspects de détail. Et de ce point de vue, l'Anthropocène, qu'est-ce alors ? Eh bien, l'Anthropocène, c'est un mot qui renvoie en fait à autre chose, qui renvoie non pas d'ailleurs à la définition d'une nouvelle époque géologique. Je crois que ce n'est pas très intéressant de se poser la question de savoir si l'Anthropocène est une nouvelle époque géologique ou pas. De mon point de vue, peu me chaud que l'Anthropocène puisse remplacer Holocène ou pas, selon les avis de l'Union stratigraphique internationale. Ça, c'est un débat de géologues qui est sans doute très intéressant pour les géologues, mais qui n'est pas le débat que nous mettons en avant ici à l'École urbaine de Lyon. Et ce n'est pas non plus le débat que la plupart des spécialistes de l'Anthropocène, d'ailleurs, mettent en avant. Puisque, de mon point de vue, il faut plutôt considérer l'Anthropocène comme une nouvelle époque historique dans le processus d'humanisation de la planète. C'est-à-dire, l'Anthropocène, c'est ce moment où on réalise les effets de la mise en relation de l'urbanisation généralisée et du changement global. Et donc, l'Anthropocène, considérons-le comme une époque historique et culturelle, en quelque sorte, comme un moment historique particulier, où les sociétés humaines comprennent réflexivement et dans l'actualité ce qu'il en est des effets de leurs actualités sur leur œcumène, c'est-à-dire sur leur habitat. Et c'est donc aussi une époque où nous prenons conscience de plus en plus fortement de la menace sur l'habitabilité. C'est-à-dire, il faut en quelque sorte historiciser au bon sens du terme le concept d'anthropocène, c'est-à-dire considérer que le mot anthropocène renvoie justement à ce moment particulier dans l'histoire d'un processus qui a été lancé il y a quelques dizaines de milliers d'années, c'est-à-dire le processus, ou quelques centaines de milliers d'années, ou quelques millions d'années si l'on veut, mais pour la partie historique, quelques dizaines de milliers d'années, si l'on admet que l'histoire commence avec l'invention des sociétés à écriture. Alors on peut aller à la préhistoire la plus récente pour quelques dizaines de milliers d'années, et cette préhistoire de quelques dizaines de milliers d'années, c'est tout simplement l'histoire de l'humanisation de cette planète. Dans ce cadre-là, il devient très intéressant de conserver le mot anthropocène justement parce que c'est un mot qui permet d'approfondir un double travail. Et je m'appuie là sur un ouvrage tout à fait important et tout à fait stimulant, malheureusement trop peu connu en France. Donc l'ouvrage d'une autrice, Catherine Youssof, qui est une géographe. Que ferions-nous sans les géographes ? Vraiment, je me le demande. Qui a écrit ce livre au Minnesota University Press qui s'appelle « A Billion Black Anthropocenes or None », dans lequel elle essaye de conserver le mot anthropocène, bien qu'elle soit très radicalement critique du capitalisme nord-américain globalisé. C'est une autrice qui fait de la géographie culturelle radicale critique, mais elle propose de conserver ce mot, justement parce que ce mot permet, de mon point de vue, de faire deux choses. Alors je vais le dire avec mes mots à moi et pas forcément les mots à elle, mais je trouve que ce qu'elle propose est très stimulant et je m'en inspire. D'abord, cela permet de déconstruire
anthropos, déconstruire l'anthropos d'Anthropocène. Déconstruire anthropos d'Anthropocène, c'est le déconstruire dans la complexité historique et géographique de ce que sont les êtres humains sur la Terre. C'est-à-dire, quand on parle d'Anthropocène, rien n'oblige à considérer que cet anthropos soit uniforme. Rien n'oblige à considérer que cet anthropos soit univoque. Rien n'oblige à considérer que cet anthropos soit le mâle blanc dominant occidental. Si l'on considère anthropos simplement avec ce regard-là, c'est tout simplement qu'on n'est pas capable de déconstruire la notion d'anthropos, dit Catherine Youssoff. Donc, au contraire, anthropos, c'est un moyen, une incitation à déconstruire l'humain et à montrer la variété incroyable de cette humanité-là, et de montrer aussi à quel point ne considérer anthropos que comme un homme blanc occidental, eh bien, c'est tout simplement ne pas être capable de décoloniser son regard, ce n'est pas être capable de comprendre que justement la possibilité même pour les Blancs de penser l'anthropos sous la forme d'un universel blanc, eh bien, s'appuie sur l'oubli de l'esclavage, de l'exploitation coloniale, du racisme, de l'exploitation des ressources des autres. Donc, Catherine Youssoff montre qu'il ne faut pas refuser Anthropocène, il faut au contraire accepter le monde Anthropocène pour lui redonner sa charge critique. Et je trouve que c'est quelque chose de tout à fait stimulant. Et ensuite, propose-t-elle, et c'est la raison même de son titre, Billion Black Anthropocenes or Not, elle propose ensuite de complexifier l'anthropos. C'est-à-dire que de montrer justement à partir de cette déconstruction, eh bien que finalement, l'anthropos d'Anthropocène n'est jamais un. D'abord, l'anthropos de l'Anthropocène, c'est souvent une femme, et l'anthropos de l'Anthropocène n'est jamais un, mais il est au contraire multiple. Et elle propose de créer des milliards, des millions, des milliards d'anthropocènes noirs en particulier, pour redonner à la planète Terre d'aujourd'hui, dans ce moment anthropocène, l'orientation particulière qui peut être la sienne, si l'on prend par exemple en considération les vies noires qui ne sont pas prises en considération par la plupart des récits occidentaux sur la Terre et son évolution. Et on pourrait dire la même chose pour prendre en considération les vies qui ne sont pas les vies occidentales. Donc voilà pourquoi, contrairement à ce que certains veulent bien dire, je tiens personnellement à ce que nous conservions le concept d'anthropocène, parce qu'il me paraît particulièrement adapté pour avoir justement une pensée critique de ce moment historique dont nous parlons. Donc, doté de l'anthropogène comme concept qui nous permet de saisir l'impact des activités humaines sur les systèmes biophysiques, et de l'anthropocène comme concept qui nous permet de saisir ce moment historique à qui il faut donner cette charge de réflexion critique et de déconstruction, je pense que nous pouvons progresser pour essayer de saisir ce qu'il en est de ce moment particulier. Et nous allons le faire à partir de la volonté d'abord d'approfondir la réflexion sur l'extractivisme. Et pour approfondir la réflexion sur l'extractivisme, je me suis demandé comment allais-je faire. Vous savez, dans un cours public, d'ailleurs, je vous prie de m'excuser du caractère parfois un peu tâtonnant de mes explications, parce qu'un cours public comme celui-ci, pour moi, c'est un cours où un enseignant, chercheur, essaye de proposer à haute voix un certain nombre de réflexions qui peuvent, pour certaines d'entre elles, être des réflexions encore un peu expérimentales, c'est-à-dire qui sont encore parfois même presque des intuitions de recherche, plus que des résultats. Donc c'est un peu ce que nous allons faire cette année. Je vais m'éloigner de mes bases de confort pour aller vers des thèmes que, comme vous, je n'ai pas vraiment jusque-là traités et que je découvre. Donc par avance, désolé des erreurs et des approximations qui pourraient être les miennes. Je me suis donc demandé comment lancer cette réflexion de cette troisième année. Et il se trouve que j'ai, comme beaucoup d'entre vous sans doute, lu l'article publié dans Nature le 9 décembre 2020, « Global Human-Made Mass Exceeds All Living Biomass », un article qui a fait parler beaucoup de lui, parce que dans cet article, un groupe de chercheurs très stimulant, dirigé notamment par Ron Milo, vous voyez, c'est le dernier auteur ici, mais en fait c'est l'instigateur un peu de cette recherche de ce groupe, ça fait de longues années qu'il travaille là-dessus, a produit un article où il montre que l'ensemble des artefacts et des matériaux produits par les êtres humains dépassent désormais la masse de la biomasse. Alors ça a été très commenté dans la presse, d'ailleurs souvent en des termes très moralisants et souvent en des termes très peu scientifiques. Moi, ce que je vais essayer de vous proposer, oui, parce que c'est
c'est ni bien ni mal, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de jugement moral là-dedans. Hein. Ça ne doit pas être pris comme un article de sciences morales et politiques. Hein. C'est un article de science qui essaye de comprendre l'importance des artefacts humains. Hein. Mais je pense que pris d'une certaine manière, cet article est absolument stimulant et il va me servir de point de départ pour aller jusqu'au métabolisme. Et puis, c'est toujours très bien dans un cours public de citer au moins un article de Nature, hein, puisque ça montre qu'on s'appuie quand même sur des bases relativement solides. Mais avant d'aller là, je vais faire un petit détour parce que je me suis aperçu en discutant autour de moi qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très bien connues. Un petit décours justement sur la masse de la biomasse, hein, c'est-à-dire comment estimer la masse de l'ensemble des créatures vivantes sur Terre. C'est le même Ron Milo qui, depuis de longues années, essaye de réfléchir à ça, à partir de méthodes très compliquées. En fait, ce sont des méthodes qui ne sont pas du tout des méthodes empiriques, enfin qui s'appuient sur un tout petit peu de méthodes empiriques, mais vous imaginez bien que les chercheurs ne vont pas aller peser toute la biomasse à l'échelle de la Terre. Non, en fait, ce sont des méthodes de calcul qui permettent de faire ça, et des méthodes de calcul très compliquées d'ailleurs et très sophistiquées. Mais donc, ces chercheurs ont essayé de comprendre la distribution de la biomasse. Alors, la biomasse, elle pèse un peu plus de 550 gigatonnes d'équivalent carbone. Et ce qui est très intéressant, alors un gigatonne, c'est 1 milliard de tonnes. Hein, c'est 10 puissance 12 kilos. Alors qu'une tonne, c'est 10 puissance 3. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de rapport linéaire entre 10 puissance 3, 10 puissance 6, 10 puissance 9, 10 puissance 12. Hein. Donc, 10 puissance 12, c'est beaucoup plus que 10 puissance 3. Hein. Puisque c'est... Enfin, vous ferez vous-même c'est 10 fois 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 10 jusqu'à 12, c'est beaucoup. Hein. Ce n'est pas linéaire, les relations entre les puissances, c'est logarithme. Enfin, bref. Donc, c'est beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la répartition de cette biomasse. Alors, vous voyez que je peux me déplacer. Oui, je peux me déplacer. La répartition de cette biomasse, les plantes, hein, les 4/5e de cette biomasse, qu'il s'agisse de plantes dans les écosystèmes, entre guillemets, non touchés, ou qu'il s'agisse des plantes produites. Hein, d'accord ? Et puis, chose très intéressante, vous voyez que les bactéries, c'est la deuxième famille. Hein, c'est la deuxième famille. Hein, le plus lourd après les plantes, ce sont les bactéries, nos amis les bactéries. Ensuite, vous avez les archées, c'est-à-dire des prokaryotes. Ensuite, vous avez des champignons qui sont également très lourds. On s'aperçoit de l'importance de la vie des champignons. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de comparer avec nous, hein, puisque finalement, sur Terre, il n'y a quand même que nous qui nous intéressent. Hein. Globalement, on essaye toujours de savoir ce qu'il en est de l'être humain. Eh bien, où est l'être humain ? Oh là là, regardez, hop là, il est ici. Donc 0,06 gigatonnes, c'est-à-dire beaucoup moins que les poissons, n'est-ce pas ? Mais beaucoup moins que les arthropodes, que les mollusques, beaucoup moins que les virus, tenez, qui sont là. Hein, les virus pèsent plus lourd que les êtres humains en termes de biomasse. Ça nous calme. Hein. Bon, remarquez, nous sommes dans une période où les virus nous calment, hein, donc nous le savons bien. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le poids, la proportion d'êtres humains dans la biomasse est ridicule. Regardez, même la proportion des mammifères est encore plus faible. La proportion des oiseaux est faible, et même la proportion du bétail, livestock, est plus importante que celle des humains. C'est-à-dire que nous avons plus de bétail en masse qu'il n'y a d'êtres humains, mais finalement, c'est très peu de choses par rapport à l'ensemble de la biomasse qui est de façon écrasante dominée par les végétaux, mais aussi les bactéries, les champignons, un certain nombre de micro-organismes qui sont à la base de la vie. Et Olivier Amand, dans son cours d'hier, a rappelé l'importance des bactéries. Et je vous le dis tout de suite, lorsque nous ne serons plus là, puisque un jour ou l'autre, comme toute espèce vivante, nous disparaîtrons, notamment les espèces de mammifères, lorsque les plantes auront entièrement disparu, si jamais elles disparaissaient, nos amis les bactéries et les virus seraient toujours là pour les apéros du samedi soir. Donc il n'y a aucun problème, la vie elle-même continue, hein, mais elle passe par des formes que nous avons parfois du mal à saisir, et c'est complètement contre-intuitif pour nous, êtres humains, que la masse des bactéries est beaucoup plus importante que la masse des êtres humains et de leur bétail.
n'est-ce pas? Je trouve toujours intéressant de remettre ça en perspective. Alors, c'est d'autant plus intéressant, pardonnez-moi de faire une petite excursion, mais alors, ceux qui me connaissent savent que je suis le roi des parenthèses, qui ne se referment jamais d'ailleurs, et j'adore prendre des chemins de traverse. Alors, évidemment, en travaillant sur ce cours, je vois la toute petite part des êtres humains, 0,6 gigatonnes, donc je suis un peu déçu, et puis je me dis, mais alors, c'est curieux, parce que par ailleurs, les êtres humains grossissent beaucoup, donc ça n'a aucun rapport, mais je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ça quand même. C'est gratuit, c'est un cadeau du patron. Donc, j'ai recherché, je me suis aperçu d'ailleurs qu'il y avait assez peu d'études sur l'évolution de la masse corporelle des êtres humains. Il y a beaucoup d'études sur l'évolution de la taille, mais assez peu d'études sur l'évolution de la masse corporelle. Mais il y a quand même un très beau volume de The Lancet, une grande revue médicale, sur les tendances, sur l'indice le body mass index, vous savez, cet indice corporel, de rapport poids-corpulence qui est utilisé. Et cette étude, elle est tout à fait intéressante. Et vous allez voir comment je vais la relier in fine quand même à ma réflexion suivante, puisqu'elle montre que ces êtres humains qui ne pèsent pas lourd, dans la biomasse, ils pèsent quand même de plus en plus lourd. Donc c'est un paradoxe amusant, puisque effectivement, vous avez là les comparaisons entre les indices de masse corporelle en 1975 et en 2000 pour les hommes dans le monde entier. Et vous voyez bien que plus c'est rouge, plus l'IMC est important. Donc vous voyez bien que sur la carte de 75 par rapport à la carte de 2014, ce qui est extrêmement spectaculaire, c'est la progression de l'indice de masse corporelle partout. Partout. Avec des fois, d'ailleurs, des progressions extrêmement spectaculaires. Donc, en fait, les hommes grossissent. Si on prend les femmes maintenant, cette augmentation est tout à fait spectaculaire également. Partout. Avec, évidemment, on pourrait passer des séances sur cette carte, cas par cas. C'est vraiment absolument fascinant. Par ailleurs, ce que dit cette étude. Donc là aussi, vous avez un poids, un indice de masse corporelle qui devient de plus en plus important. Je vous rappelle qu'au-dessus de 25, on est considéré comme en surpoids, et au-dessus de 30, c'est le début de l'obésité. Donc là, quand vous voyez ces deux cartes, vous comprenez pourquoi l'OMS, il y a 10 ans, a déclaré qu'il y avait une épidémie mondiale d'obésité dans le monde. Voilà. Épidémie mondiale, d'ailleurs, dont on ne fait rien. Soit dit en passant, puisqu'il y a des épidémies mondiales qui nous arrêtent, mais il y a des épidémies mondiales qu'on laisse prospérer à bas bruit pendant des décennies sans rien faire. Il y a une épidémie mondiale d'obésité et d'ailleurs de diabète qui est extrêmement problématique et qui est liée à des malnutritions évidentes. Là, c'est la même chose, mais représentée par des courbes. Vous voyez donc là, pour les femmes et pour les hommes, la progression de l'indice de masse corporelle global. Ici, c'est un peu compliqué, mais disons... oui, c'est trop compliqué même, mais en gros, tous les points ici, c'est le nombre de pays où la progression de la masse corporelle des individus a été plus forte après 2000 qu'avant. Et ici, c'est l'inverse. Donc, vous voyez quand même, il y a pour les hommes ici, et un peu moins pour les femmes, il y a des progressions qui s'accélèrent de la masse corporelle depuis 2000. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est simplement les pays où les masses corporelles se réduisent. Donc, vous voyez, en gros, il y a, sur la longue durée, incontestablement, une tendance à la croissance des masses corporelles, chose que montre aussi très bien ce graphique, qui traduit donc quelque chose de très inquiétant, qui est cette progression de la masse corporelle des êtres humains, qui gagne aussi en taille et qui laisse penser qu'il va y avoir des problèmes de santé publique importants. Et nous verrons tout à l'heure que ça n'empêche pas que l'être humain pèse peu dans l'ensemble de la biomasse, mais que néanmoins, ça dit quelque chose du rapport de l'être humain aux matières, aux ressources et à l'énergie, puisque en fait, cette masse corporelle des êtres humains qui croît, elle traduit un dérèglement
calorique des régimes alimentaires. Elle traduit donc une surconsommation calorique. Et c'est donc aussi un indicateur du dérèglement, peut-être, de la phase la plus récente de la mondialisation, du dérèglement des régimes alimentaires qui renvoie à une certaine culture de l'alimentation qui en elle-même est révélatrice de l'extractivisme contemporain. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut néanmoins relier ce problème du poids des êtres humains, que j'introduis ici de façon un peu ironique à partir de l'idée que finalement les êtres humains ne pèsent pas grand-chose dans le vivant, mais néanmoins, ces êtres humains sont de plus en plus lourds, ils sont de plus en plus chargés en calories, et c'est quelque chose évidemment qui en dit long sur ce que nous allons aborder maintenant. Alors voyons donc, là je repasse à l'article, celui-ci. Je repasse à cet article, Global Human Mass exceeds all living biomass, et je repasse à cet article avec les estimations qui sont faites, et vous allez voir que ces estimations, ne les prenez pas encore une fois comme un jugement moral. Je rappelle aussi que les choses dont nous en parlons sont souvent beaucoup plus complexes qu'on ne le dit, et que nous allons voir en particulier que ce que l'on appelle la masse anthropogénique, c'est-à-dire justement la masse des matières, des artefacts que les êtres humains produisent, c'est pas du poids créé, c'est du transfert de poids. C'est-à-dire, vous savez que nous sommes dans un système fermé. Donc, quand on crée un poids d'artefact, on ne rajoute pas du poids à la Terre. On change l'état d'une matière. C'est comme le relâchement de carbone. On ne crée pas de carbone. On émet du carbone qui traduit un changement d'état du carbone. Autrement, on reste dans un système relativement stable. Enfin, pas tout à fait stable, puisque la Terre perd 95 000 tonnes d'hydrogène par an et 1600 tonnes d'hélium, parce que l'hydrogène et l'hélium sont trop légers pour être tenus sur la surface de la Terre complètement par la gravité. Mais globalement, la masse de la Terre, elle reste relativement constante. Et je l'ai mis là pour ceux qui voulaient briller au Trivial Pursuit ou dans les quiz. La masse de la Terre, retenez-le, c'est 5,972 10 puissance 24. Vous calculerez, ça fait beaucoup de zéros. Donc, et c'est pourtant pas une grosse planète, mais ça commence à faire un peu son poids. Et ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est qu'il est particulièrement spectaculaire. Alors regardez, vous voyez ici, il y a l'estimation de la biomasse, alors qui n'est pas estimée de la même manière que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était de la biomasse en gigatonnes de carbone. Ici, c'est de l'équivalent en tératonnes de poids sec. Donc, ce n'est pas les mêmes indicateurs, mais je vous rassure, c'est la même biomasse. Donc, vous avez une biomasse qui est relativement stable. C'est logique, d'ailleurs, puisque nous sommes encore dans un système fermé. Donc, la biomasse est stable. Vous avez une biomasse qui est stable, à quelques pouillèmes près, et c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ça. Et vous avez ici un schéma qui vous distribue l'évolution des masses anthropogéniques. Alors on retrouve le mot anthropogénique, c'est-à-dire des artefacts, matières et matériaux créés par l'activité humaine, d'accord ? Et vous avez donc l'évolution du poids de ces matériaux de 1900 à 2020, avec une estimation pour les 5 dernières années. Et regardez, nous retrouvons des courbes que nous avons déjà vues l'an dernier lorsque nous avons pensé la grande accélération. Regardez, une croissance arithmétique de cette masse jusqu'aux années 60-70, et regardez la pente de la courbe avec un emballement à partir de 1960 et plus encore à partir de 1980, où vous voyez que la masse anthropogénique croît de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'on produit de plus en plus de matière, on produit de plus en plus d'artefacts. Et regardez, ce qui est très intéressant aussi, bien sûr, c'est que très vite, de facto, la masse des artefacts humains la masse anthropogénique va rejoindre la masse de la biomasse. Alors là encore, il n'y a pas de jugement moral. Cet article ne doit pas être pris comme une condamnation morale. En revanche, cet article est très intéressant pour commencer à quantifier l'ampleur d'une production matérielle.
ce que nous montre, et on le dira en conclusion mieux que ça, ce que nous montre ce graphique, c'est le fait que les sociétés mondiales urbanisées sont de plus en plus matérielles. C'est-à-dire sont de plus en plus fondées sur la production de masse anthropogénique, d'artefacts et de matériaux anthropogéniques. Donc ce que nous montre ce graphique, c'est la dimension matérielle considérable du monde urbanisé contemporain. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment de regarder un peu plus dans le détail quelles sont ces masses anthropogéniques, quels sont les sous-groupes. Parce que là encore, on va tomber sur des choses qui sont contre-intuitives. Eh bien, les deux plus grandes masses, ce sont le béton. C'est le produit le plus produit au monde et le plus utilisé au monde, à part l'eau. Et d'ailleurs, dans le béton, il faut de l'eau. Donc c'est le béton. Et regardez cette courbe absolument extraordinaire du béton, avec d'ailleurs une accentuation à partir des années 90-2000, lorsque l'urbanisation chinoise et asiatique devient très forte. On y reviendra, j'en avais déjà parlé rapidement l'année dernière. La Chine a consommé pendant plusieurs années plus de 50% du béton mondial, tous les ans, largement plus. Et puis vous voyez que le deuxième volume le plus important, ce sont les agrégats, les gravats, les sables, tout ce qui est nécessaire pour, en particulier, la construction des infrastructures, des routes. Donc, béton plus agrégats. Ensuite, troisième chose, même si c'est moins important relativement, les briques. Quatrième chose, l'asphalte pour les routes. Et seulement après, regardez, très peu finalement, vous avez le métal et les bois de construction, les verres et les plastiques. On parle beaucoup du plastique et le plastique est un problème majeur, mais finalement le plastique pèse très peu de choses. Et là, c'est extraordinaire parce que regardez, béton, gravat, asphalte, briques, c'est-à-dire les infrastructures urbaines, les bâtiments, les constructions, les routes. Alors ceux qui pourraient penser que l'urbanisation n'est pas à prendre en considération si l'on veut comprendre le monde contemporain en sont pour leurs frais. Parce que cette masse anthropogénique dont nous parlons, c'est une masse qui est directement liée à l'urbanisation généralisée du monde. On ne peut pas le comprendre autrement. Nous avons là une preuve matérielle de l'impact de l'urbanisation généralisée à travers l'augmentation de la masse anthropogénique produite pour satisfaire les besoins élémentaires urbains. Ce qui oriente le monde contemporain, c'est ça. Voilà, c'est pas beaucoup plus difficile que ça. Et il faut partir de là si l'on veut comprendre quelque chose à ce qui nous attend aussi si nous voulons affronter les enjeux et les défis de l'Anthropocène. Bon, là, il y a des comparaisons, mais je vois que le temps passe et je voudrais arriver quand même à faire mes propositions de conclusion. Vous voyez, par exemple, que finalement, les animaux tous entiers, ce n'est pas beaucoup plus que les plastiques produits et les déchets plastiques. Les trees and shrubs, donc les arbres, les buissons, les arbustes, c'est moins que les buildings et les infrastructures. Voilà, vous avez immédiatement quelque chose qui vous fait comprendre ce que ça veut dire, l'urbanisation des écosystèmes. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, je suis surpris qu'on ne commence pas par ça en général. Après, on peut dire ce qu'on veut sur la ville. Non, c'est ça, c'est de ça dont il faut parler. C'est ça qui est complètement responsable du forçage des systèmes bioclimatiques dont nous parlions. Alors là, vous avez un tableau qui vous le montre, vous l'aurez sur les documents, sur le diaporama que vous aurez sur le site en même temps que le cours en podcast. Regardez la croissance du béton en gigatonnes. Regardez la croissance du béton. 2 gigatonnes en 1900, 549 gigatonnes en 2020. Une multiplication par 250, par 260. Mais c'est inouï. On n'a jamais connu de processus de ce type dans l'histoire du monde.
lorsqu'on parle de l'histoire de l'anthropisation, l'histoire de l'humanisation, on parle souvent histoire des idées, grandes techniques, grandes inventions, valeurs, culture, etc. On ferait mieux de commencer par l'histoire du béton, comme nous le rappelait Christiane Simonetti en conclusion du manifeste Anthropocène de vendredi. Christiane Simonetti, cet anthropologue de l'université pontificale de Santiago du Chili, qui nous avait rendu visite en 2018 et qui nous avait déjà parlé de l'importance anthropogénique du béton. Mais regardez aussi les agrégats, regardez les briques, en comparaison, c'est moins. L'asphalte, évidemment, c'était 0, donc de 0 à 65, c'est infiniment plus. Et vous voyez que le reste croît, mais croît beaucoup moins fort que le béton. Parce que le béton est un outil universel. Christian Simonetti dit souvent, nous pourrions recouvrir l'ensemble de la surface de la planète d'une couche de béton. Et nous ferons d'ailleurs une séance sur le béton en Afrique pour montrer à quel point cet outil universel de construction s'est imposé absolument partout. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez bien ce graphique, que je ne peux pas commenter très en détail, mais regardez bien, vous avez ici la croissance du produit, de la richesse produite, du GDP, hein, donc le produit brut économique. Donc vous avez là la croissance économique jusqu'en 2010, hein, ce sont les chiffres qui s'arrêtent en 2010. Vous avez le petit décrochement à la baisse de la crise de 2008. Hein. Ensuite, c'est reparti sur cette tendance-là jusqu'en 2020, où cette année, on aura un décrochement plus significatif. Vous avez ici la croissance de la population. Voilà, la croissance de la population qui est régulière. Et là, vous avez en bleu la croissance des extractions de matière, de sable, de gravats. Vous savez, quand on parle d'extractivisme, tout le monde commence à penser mine de fer, minerai. Non, il faut d'abord penser sable, calcaire, gravier. C'est ça d'abord l'extraction. Et vous avez cette extraction qui, elle, croît plus fortement que la croissance de population. Un peu moins fortement, elle suit la même pente que la croissance du produit intérieur brut. Et regardez surtout la croissance des exportations, directes et indirectes. Ça, c'est les exportations de matière, et ça, c'est les exportations de matière contenues dans des produits transformés. Eh bien, vous voyez que cette croissance est très forte, elle également, et qu'elle est même plus forte pour l'exportation que la croissance économique. Ça veut dire que dans le monde en croissance économique permanente, il y a une surcroissance de l'extraction et des exportations de produits extraits en raison du besoin de satisfaire des marchés. Et qu'est-ce qu'on extrait ? On extrait de la calcite ou du sable pour fabriquer du béton, parce qu'on a besoin de béton pour construire les villes en Chine, en Asie, en Afrique, aux États-Unis dans une moindre mesure. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce que j'affirme depuis maintenant pas mal de temps, que l'urbanisation chinoise est un problème mondial et pas simplement un problème chinois. L'urbanisation chinoise, elle a bouleversé le monde entier parce qu'elle a drainé toute une série de ressources, de matériaux qui étaient nécessaires à faire en sorte qu'en 20 ans, le pays s'urbanise presque totalement sur la partie littorale et devienne la plus grande puissance urbaine mondiale. Autre chose importante, et je vais ensuite pouvoir passer aux conclusions et au transfert vers les cours suivants, puisque ce cours est une sorte d'introduction. Ce qui est très intéressant aussi, regardez, la courbe c'est la même que tout à l'heure, sur la masse anthropogénique, mais les auteurs ont rajouté en gris anthropogenic mass waste, c'est-à-dire ils ont rajouté la masse des déchets produits. Puisque évidemment, dans le poids dans les masses anthropogéniques, il y a les masses de déchets. Il n'y a pas simplement les masses de produits. Et vous voyez bien comment est la courbe. Regardez comment, à partir de 1960, la masse des déchets suit évidemment la même pente, mais vous voyez que le trait gris s'élargit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que la quantité de déchets produits croît plus vite que la quantité de masse anthropogénique produite. Ça veut donc dire que nous sommes dans un système extractiviste et productif où à chaque fois qu'on extrait 100 kg de produit pour le transformer,
eh bien, on produit de plus en plus de déchets d'extraction et de transformation du produit. Quand on culpabilise les habitants sur leur rapport aux déchets, les simples quidam que nous sommes sur leur rapport aux déchets, sans doute a-t-on raison de le faire par vertu pédagogique. Il nous faut mieux nous occuper de nos déchets. Mais je rappelle une chose, les plus gros producteurs de déchets, ce sont les systèmes industriels eux-mêmes, sont les acteurs du système de la production. Et dans notre monde hyper industrialisé, plus que jamais, lorsqu'on produit une voiture, un téléphone, un avion, un siège, un objet quelconque, eh bien, on produit de plus en plus de déchets et tous ces déchets ne sont pas retraités. Donc il y a là quelque chose qui est évidemment très important et qui renforce, si je puis dire, l'intérêt de cette approche. Alors, dans les 9 minutes 36 qui me restent, je voudrais donc reprendre ces données et essayer de passer à ce qui va me permettre de problématiser la suite de ce cours. Première affirmation que nous allons considérer comme une hypothèse de travail, donc qui est considérée comme vraie. Le monde urbain anthropocène est hypermatériel. Voilà, tous ceux qui parlent d'un monde de plus en plus digital, numérique, de plus en plus immatériel et irréel, en fait, se trompent. Le monde n'a jamais été aussi matériel. Il est hypermatériel, il est infrastructurel et artefactuel. Là, je prends 3 mots sur lesquels je reviendrai, puisque dans mon cours, je différencierai les matières, les infrastructures et les artefacts. Les matières, le sable, les infrastructures, c'est tout ce qui permet à la vie urbaine de s'organiser et de fonctionnement. Et les artefacts, c'est l'ensemble du monde des objets transformés. Un bâtiment est un artefact, un iPhone est un artefact. Okay ? Donc nous vivons dans un monde de plus en plus matériel, de plus en plus infrastructurel et de plus en plus artefactuel. C'est le monde urbain. C'est la caractéristique du monde urbain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire la caractéristique du monde urbain, c'est cette pesanteur-là. Et nous avons invité mercredi soir Jedidia Purdy et Pierre Charbonnier dans un débat autour de la matérialité de l'Anthropocène, que j'ai eu l'honneur d'animer. Eh bien, je dois vous dire que ça n'était pas pour rien. Nous avions une petite idée derrière la tête. C'est parce que justement, il me semble que cette caractéristique du monde, cette matérialité, cette artefactualité et cette infrastructuralité du monde urbain contemporain, elle n'est pas suffisamment prise en compte dans la réflexion sur l'Anthropocène. Le monde urbain anthropocène, dit Purdy, est lourd. Il pèse. Il est lesté de matière, d'artefacts. Alors que le vivant est somme toute assez léger. Mais au sein de ce vivant léger, les êtres humains eux-mêmes deviennent de plus en plus lourds. Et la courbe de croissance de l'IMC des individus, elle pourrait se mettre en parallèle de la courbe de croissance de la masse anthropogénique dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà pourquoi j'ai rassemblé les deux. Cette prise de poids du monde urbain matériel contemporain, ne peut-on pas non plus la mettre en relation avec cette prise de poids des corps urbanisés, cette prise de poids des habitants eux-mêmes? Vous voyez la tentative un peu de connexion que j'essaye de faire entre des individus qui deviennent de plus en plus lourds, lestés par leur masse corporelle, jusqu'à la crise de l'épidémie d'obésité, et des infrastructures, des matériaux et des artefacts de plus en plus omniprésents et de plus en plus lourds. Et c'est Purdy qui le dit aussi. Il dit « Nous avons à faire face à ce poids du monde qui nous empêche peut-être de nous alléger, de nous désaliéner de cette dimension matérielle, infrastructurelle et artefactuelle. » Deuxième hypothèse qui découle de la première, la constitution des sociétés urbanisées anthropocènes est en lien direct avec cette organisation de la matérialité, des infrastructures et des artefacts. C'est-à-dire on ne peut pas comprendre le monde contemporain sans ça. Il faut donc partir de là pour essayer de saisir notre contemporanéité anthropocène. Et il faut d'autant plus le faire, et là c'est là où les sciences sociales ont un rôle particulier à jouer, c'est que ce poids de la matière, des artefacts et des infrastructures,
ça n'est pas simplement un poids matériel extérieur aux sociétés et aux êtres humains, parce que nous pouvons montrer, et nous allons le faire pendant ce cours, que les formes de vie urbaine, la manière dont nous vivons au jour le jour, individuellement et collectivement dans ce monde urbanisé, les formes urbaines, les formes de vie urbaine sont marquées par l'importance de la relation ordinaire, habituelle, que chaque individu a avec les matières, les infrastructures et les artefacts. J'ai mis une petite parenthèse, nous avons des habitus et des cultures de la matérialité. Être urbain aujourd'hui, c'est vivre avec les matières, les objets et les infrastructures. Hier, Jean-Philippe Pierron, dans une conversation organisée avec la Villa Gilet dans le cadre du Book Club, venait présenter un livre qui va bientôt être publié sur Actes Sud, dans lequel il proposait de considérer que l'individu n'était jamais isolé, mais toujours en relation avec d'autres vivants et avec d'autres non-humains vivants, puisque aujourd'hui l'anthropologie et la philosophie se préoccupent beaucoup des relations entre les humains et les non-humains vivants. Eh bien, je serais tenté de demander à mes collègues de bien vouloir comprendre que, par ailleurs, nous vivons aussi en relation intime, quotidienne et extrêmement importante avec des non-humains non vivants, avec de la matière, des artefacts et des infrastructures. Et si vous réfléchissez, chacun d'entre vous, derrière votre écran, à ce qu'il en est, qui est un artefact matériel, ce qu'il en est de votre vie au jour le jour dans la ville, eh bien vous constaterez très vite que l'essentiel de vos relations sont des relations avec des matières, des infrastructures et des objets, autant sinon plus qu'avec des vivants. Et encore plus qu'avec des vivants non humains. Donc il faut bien comprendre la vie urbaine aussi comme celle d'un être individuel en relation avec des matières, en relation avec du non-humain inerte. Et vous verrez dans la suite du cours que c'est très important si l'on comprend ça, si l'on comprend que cette relation à la matérialité est constitutive de l'urbanité. C'est quelque chose qui change aussi la manière de considérer la vie urbaine. Et enfin, dernière proposition, la matérialité, les infrastructures, les artefacts sont à la fois des attracteurs et des opérateurs géopolitiques. Ça veut dire que, pour reprendre la discussion que nous avons eue avec Pierre Charbonnier et Jed Purdy, la matérialité et la manière dont une société définit sa relation aux matières, ça contribue puissamment à définir les règles, les principes et les normes des cohabitations légitimes dans une société. Ça veut dire en gros que cette question du rapport à la matérialité, c'est une question géopolitique au sens que c'est quelque chose qui règle la circulation des pouvoirs. Ça n'est absolument pas un champ isotrope. La relation à la matérialité, c'est aussi quelque chose qui permet de voir les inégalités et les injustices, de façon parfois paradoxale. Aujourd'hui, la relation à la matière alimentaire, ça permet de voir les injustices dans un sens inverse. Ce sont les plus pauvres qui sont les plus en relation avec une abondance de matière alimentaire. Les plus riches dans le monde sont plus maigres. Ils font plus attention à leur régime alimentaire. Les cultures de la sobriété alimentaire sont des cultures d'élite sociale aujourd'hui. Ce ne sont pas des cultures populaires. Mais à l'inverse, la relation à la matérialité peut marquer des inégalités sociales plus classiques où on a une abondance de possession de la matière et un dénuement de la possession de la matière dans un autre sens. Donc vous voyez, la matière, le rapport à la matière, mesdames, messieurs, ce n'est pas une manière d'oublier la politique, c'est une manière de revenir, au contraire, à la matérialité de la politique, soit dit en passant, intuition qu'avait eue un de mes lointains collègues, à qui je rends hommage, Karl Marx, qui effectivement en a déjà dit un rayon sur cette question-là, mais ça n'est pas parce que c'est ancien qu'il faut bouder son plaisir. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes là-dedans. Enfin, ça me permet, dans la minute 18 qui me reste, de finir avec ces deux propositions. Je vais, dans la suite de ce cours, vous proposer donc de considérer, l'extractivisme comme une manière d'appréhender l'ordre matériel de la vie urbaine mondialisée. Donc nous allons réfléchir à cet extractivisme, cette capacité à puiser des ressources du sol comme caractéristique d'un ordre matériel de la vie contemporaine.
Donc nous allons essayer de sonder la dimension matérielle de la vie urbaine contemporaine. Et à partir de là, dans une deuxième partie du cours, j'essaierai de passer à une proposition d'utilisation du concept de métabolisme afin d'essayer de modéliser les dynamiques de l'organisation, du fonctionnement et des géopolitiques des matières, des infrastructures et des artefacts au sein du système monde urbanisé. Donc j'essaierai de vous proposer l'hypothèse que le métabolisme est une façon originale de penser le rôle des matières dans l'organisation sociale, économique, culturelle et politique des sociétés urbaines mondialisées, et que c'est peut-être aussi ce qui nous permet d'inventer des nouvelles manières de cohabiter à partir de ce diagnostic. Voilà le programme pour les 5 prochaines séances. 4, 3, 2, 1, 0. Merci de votre attention et à bientôt.